Wir wurden bereits eingeführt. Wir werden also jetzt nicht die ganze Arbeit vorstellen der Beratungsstelle, sondern vor allem eingehen auf die Aufwertungen und Revitalisierungen der Lebensräume, die wir bis jetzt begleiten konnten und vielleicht initiiert haben. Ganz kurz eine Einführung zum Quelllebensraum, weil ich nicht weiß oder weil wir nicht wissen, ob alle Leute etwa auf dem gleichen Stand sind. Was sind Quellen, Quelllebensräume? Also sind natürlich örtlich begrenzte Austrittsstellen, wo Grundwasser an die Erdoberfläche kommt. Die sind natürlich ausgebildet, sie können permanent sein, sie können periodisch sein. Die beiden Fotos zeigen auch so ein Spektrum. Sie können von rasch rauschend mit viel Wasser bis zu sickernden Austritten reichen. Das ist so etwa das Spektrum, mit dem wir uns beschäftigen. Jetzt nicht weiter. So, wo kommt das Wasser her? Auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das Wasser ist versickert zuallererst im Boden, wird dann gestaut an einem Wasserstauer, an einer abdichtenden Schicht und aufgrund der Morphologie des Geländes, der Faltungen, des Gebirges und so weiter, kommt es ganz unterschiedlich raus aus dem Boden. Hier ein paar Beispiele, die in diesem Blockschemata dargestellt sind. Also wir haben es mit einer sehr breiten Vielfalt an Lebensräumen zu tun. Potenziell, wie sie aussehen, das ist ja dann auch von der Nutzung, der Landnutzung abhängig, die im Gebiet dann stattfindet. Ganz wichtig in der Biologie sind, oder für die Lebensräume, die Biologie der Lebensräume, Quellen, sind die Austrittstypen, die als die drei klassischen Grundtypen jeweils verstanden werden. Die Fließ- und Sturzquellen, links oben, die Sickerquellen, wo eben nur ein kleiner Wasserfilm vorhanden ist, wo das Wasser flächig austritt. Dann die Tümpelquellen oder Teichquellen, wo das Wasser in einer Mulde austritt und aufgestaut wird. Der ganze Lebensraum ist natürlich nicht jetzt nur ein Punkt, sondern wir betrachten jeweils etwa 10 Meter nach der Austrittsstelle als Quelllebensraum. Das kann etwas unterschiedlich sein, je nach Gelände. Und ganz wichtig ist, dass wir eigentlich an einem Grenzlebensraum sind zwischen verschiedenen Milieus. Also der eine Lebensraum ist das Grundwasser, das man ganz unten sieht in diesem Schema, dann der Bachlauf und dazwischen irgendwo ist die Quelle und der Quellbach. Aber nicht nur in longitudinaler Richtung, sondern auch seitlich gibt es verschiedene charakteristische Lebensräume und eine vielfältige Fauna, die sich eben in diesem Lebensraum einfindet, die Übergangsbereiche eben zwischen dem aquatischen und dem terrestrischen, also zwischen Wasser- und Landlebensraum. Da gibt es feuchte Stellen, das können leicht sickernde Bereiche sein, das können aber auch Wasserfilme sein über einen Fels, die eben auch bewohnt werden von vielen dieser quellspezifischen Arten. Diese seht ihr hier. Es sind unter anderem Köcherfliegen, Steinfliegen, Eintagsfliegen. Das sind die wichtigsten 3 Gruppen der Wasserinsekten, als Gewässertiere, aber es gibt noch weitere Gewässertiere, wie beispielsweise eben Strudelwürmer, die wir hier jetzt in Form des Alpenstrudelwurms Crenobia alpina sehen. Also nicht nur Insekten, sondern eine ganze Reihe weiterer Wirbelloser, wie wir sie sonst auch aus den Fließgewässern kennen, aber in der Regel eben viele Quellspezialisten, die nur in den Quelllebensräumen vorkommen. Und bei den Pflanzen, Gefäßpflanzen, gibt es etwas weniger Arten,
aber einige sind hier abgebildet. Das sind Cardamina amara beispielsweise, dann das Milzkraut, Chrysospenium alternifolium, auch das Fettblatt, Pinguicula vulgaris, oder dann der gelbe Steinbrech, Saxifraga aizoides, Bachsteinbrech auch genannt. Hier noch die nächsten Bild, die blühenden Sprosse, wie wir sie eben vorfinden können. Das mal zum Lebensraum. Jetzt die Situation ist so, dass viele Quelllebensräume bedroht sind. Beispiele sehen wir hier: Beweidungen, Abfälle, Wasserfassungen, dann auch Verbauungen, die stattgefunden haben in diesen Quelllebensräumen. Und wir sehen es unten auch an einem Beispiel, das Jens Zollhöfer im Kanton Aargau, im Jura- und Mittelland Teilen des Kantons untersucht hatte. Es sind nur ganz wenige dieser Quelllebensräume, die vor etwa 150 Jahren noch existiert hatten. Die existieren noch und sind von einer einigermaßen guten Qualität. Viele sind gefasst worden, viele wurden durch Drainagen, beispielsweise in der Landwirtschaft, zerstört. Das führt dazu, dass wir sehr viele Arten haben der roten Liste. Wir haben hier in der ersten Kolonne für all diese aquatischen Taxa links aufgeführt, haben wir die Artenzahl, dann die Anzahl quelltypischer Arten und dann gefährdete Arten dieser quelltypischen Vertreter. Und das sind dann immer sehr hohe Prozentsätze, in der Regel eben über 50% dieser Arten, die auf der roten Liste des Jahres 2012 aufgeführt sind. Gut, wir haben auch Maßnahmen natürlich, die ausgeführt werden, um eben diesen Beeinträchtigungen der Quelllebensräume entgegenzuwirken. Es werden Quellfassungen aufgegeben, das ist eine Möglichkeit. Man kann versuchen, Beeinträchtigungen zu vermeiden. Man kann Vereinbarungen mit Bewirtschaftern treffen. Man kann Schutzgebiete, Reservate und so weiter in die Zonenplanung beispielsweise aufnehmen oder in die Ortsplanung. Man kann Revitalisierung von Quellbächen durchführen. Alles dies Maßnahmen, wie man diesen Beeinträchtigungen begegnen kann. Jetzt möchten wir einige dieser Beispiele vorstellen. Das ist ein Beispiel, das jetzt Emmanuel Contes aus dem Kanton Bern vorstellen wird. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter quelques exemples. Alors ça c'est dans le Jura bernois, donc plutôt l'arc jurassien, où on a beaucoup de petites sources. Et puis le cas de figure que vous voyez là, c'est un classique, c'est-à-dire qu'on a une petite source qui a une fois été captée pour assurer l'abreuvage du bétail. Puis ce qu'on essaye de faire souvent dans ce cas de figure, c'est de recréer un milieu fontinal fonctionnel, mais tout en gardant aussi des possibilités d'abreuvage pour le bétail, parce qu'évidemment, cette eau est essentielle. Donc ici, vous avez un état initial avec la source qui coule directement dans le bassin. Donc on a déjà cette sortie du tuyau qui s'écoule en forme d'une chute, qui n'est pas forcément favorable au développement d'un milieu fontinal. Le bassin où il y a de l'accumulation d'eau et donc déjà une augmentation de température. Et après, tout autour, la problématique du piétinement avec aussi les matières fécales animales qui perturbent directement le milieu aquatique. Prochaine. Et donc ici, on voit l'état final. On voit que l'exutoire a été totalement réaménagé pour former un lit naturel. Le secteur a été clôturé pour qu'il n'y ait plus de piétinement.
Ce qu'on peut dire aussi dans ces cas de figure, c'est qu'on essaye toujours d'évaluer la nécessité ou la pertinence de totalement démonter le captage existant qu'on ne voit pas sur cette image, mais qui est un tout petit peu en amont, ou de le conserver parce que le démontage des fois d'un captage complet peut être problématique. On peut avoir le risque de perdre l'eau ou on perd aussi l'infrastructure pour pouvoir gérer l'alimentation de la fontaine pour le bétail. Donc ici, on voit le milieu fontinal qui est recréé et puis ici, on voit la fontaine qui a été placée un petit peu en dehors de la zone de source. On voit ici en arrière-plan l'exutoire de la source et puis le bassin qui a été placé ici avec un système de flotteurs et également la possibilité de le purger en hiver ou de le déconnecter. Donc, ça veut dire que pendant toute la saison où il n'y a pas d'estivage, toute l'eau part directement dans l'exutoire. On voit encore une petite image ici, si on continue dans le PowerPoint. On voit le système de vanne qui permet de purger, mais qui permet aussi de régler les débits sur la fontaine en fonction du nombre d'UGB qui sont sur le pâturage. Donc, c'est des travaux assez simples. Ici, il y a eu à peu près pour 10 000 francs de travaux de construction, y compris fourniture, et puis une quarantaine d'heures de planification, de suivi de chantier, de coordination, etc. Ça, c'est quelque chose que mène le Parc Chasseral, qui essaye de travailler avec les agriculteurs pour faire ce genre d'amélioration win-win pour les deux acteurs. Ici, encore un autre exemple qui est ce coup-ci dans le canton du Jura, à Saint-Ursanne. La fontaine, enfin la baignoire qu'on voit ici était directement sous un exutoire semi-naturel d'une source. Il n'y avait passablement de faune déjà dans cette baignoire, mais évidemment aussi le milieu qui est passablement piétiné et puis cette accumulation d'eau dans le bassin. Dans ce cas-là également, a été évaluée la possibilité de revitaliser l'ensemble du captage, qui est un peu un captage historique avec des pierres de taille en calcaire. Et là aussi, l'option a été prise de ne pas totalement démanteler, mais simplement d'installer la clôture que vous voyez ici. Et puis un bassin, de nouveau avec un flotteur en aval. Ce qui est important aussi, c'est que la prise d'eau pour le bassin est placée, si possible, un petit peu plus bas dans le ruisseau de source pour éviter de ponctionner l'eau directement dans la partie vraiment intéressante de la zone de source, vu qu'après, en descendant, l'eau commence un petit peu à se réchauffer et que la faune typiquement crénale colonise un peu moins ces secteurs. Si on prend la photographie suivante, on voit là le milieu fontinal qui est progressivement en train de se reconstituer. Ici, on voit cet exutoire existant en pierre naturelle. On peut imaginer que le captage se trouvait par là-bas en amont, où on voit cette espèce d'effondrement dans le terrain. De nouveau, alors voilà, ici, ça c'est un exemple intéressant dans le sens où on avait un vieux captage d'eau potable qui était abandonné depuis de nombreuses années. Et si vous voyez ma souris, ici à l'intérieur, il y avait un tuyau qui partait directement à un ancien réservoir communal et ensuite dans un cours d'eau en aval. Et le débit qu'on avait là, en fait, c'est le captage qui était à moitié détruit. Et ce qui a été fait ici, c'est simplement de mettre en place un bouchon pour permettre à l'eau de se déverser, enfin l'intégralité des débits, de se déverser directement à cet endroit-là. Et puis là, on a du coup, je pense, décuplé le débit dans le milieu fontinal. Cet objet a pu être évalué aussi au niveau faunistique.
cette année. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'on change de catégorie, on passe de local à régional. Si vous consultez la méthode d'évaluation des milieux fontinaux, vous pouvez voir comment on évalue ce niveau d'importance LPN. Pour les coûts, voilà, c'est un exemple assez drôle dans le sens où il suffisait de fabriquer ce bouchon en bois, donc d'offrir une bouteille de vin au menuisier. Et pour la petite histoire, dans ce secteur, on avait aussi créé à l'époque un sentier didactique sur la thématique des sources pour sensibiliser la population sur cet habitat particulier. Voilà. Ici, un dernier exemple où c'est le canton du Jura qui est maître d'ouvrage. Donc, le canton du Jura a fait un inventaire couvrant des milieux fontinaux sur son territoire et puis a commencé à réaliser certaines revitalisations ou améliorations. Pascal en montrera encore une autre. Donc là, on a une situation d'un captage pour un bunker où en fait, il y a encore une utilisation par des privés qui ponctionnent cette eau ponctuellement, qui pour aller faire les purges traverse la tuffière que vous voyez ici, donc qui impactait aussi cette tuffière. Et on le voit, on l'a vu sur la photo d'avant, à l'intérieur du captage, on a un captage classique, totalement bétonné, sans substrat, sans accès au milieu fontinal en fait qui existe aussi à l'intérieur de ce captage. Donc ici, il y a eu un travail d'amélioration du captage et d'amélioration de protection de l'habitat fontinal qui s'est formé sur le trop-plein de la source. Donc c'était plutôt une customisation ou une optimisation de captage, notamment en assurant toujours un volume d'eau minimale à l'intérieur du captage, en ajoutant un substrat pour éviter des purges qui vidaient ponctuellement le milieu fontinal, puis où il n'y avait aucun substrat. Suivant. Voilà, donc ici on voit quelques photos de ce qui a été réalisé, l'ajout de substrat, le développement d'un système qui permettait justement la purge pour l'utilisation de l'eau par l'association du bunker, ou voilà, quand ils font leur rencontre, mais toujours le maintien d'un niveau d'eau minimal à l'intérieur, le percement de trous pour permettre l'accès à la faune invertébrée, et puis l'installation d'échelons aussi pour contourner la tuffière et permettre l'accès sans détruire le milieu fontinal. Et du coup, je passe la parole à Pascal. Oui, merci Emmanuel. Bonjour. Donc on passe à un autre exemple, celui de Bonnefontaine. Bonnefontaine est située au centre du village, de la place du village de Fontenay, dans un environnement totalement urbanisé. Et la source en fait donne naissance au bac Avoine, un cours d'eau qui se jette dans la Laine à la hauteur de Porrentruy. Et actuellement, les exutoires se trouvent dans un bassin en béton qui est entouré de places de parc. Sur l'image du haut, vous voyez le départ du ruisseau, équipé d'une rampe pour la remontée des poissons et surtout d'un seuil pour retenir les eaux. Donc, c'est l'emplacement de la Croix-Rouge. Juste à côté, on a un bâtiment qui abrite d'anciennes installations de captage hors service actuellement et qui sont liées à un puits. Le bassin, lui, est totalement envasé, couvert d'algues et habité par un couple de canards colverts. Et le tout, comme vous le voyez, est très inesthétique et peu attractif. Malgré cet état dégradé, le milieu est habité par des invertébrés aquatiques, dont 2 espèces strictement liées aux sources. Juste au niveau du projet, donc les objectifs étaient de revitaliser les sources pour favoriser la biodiversité, aussi d'amener une plus-value dans le secteur du point de vue paysager et plus de nature dans le village, et finalement de protéger la source
et de répondre aux objectifs de la Confédération en matière d'adaptation au réchauffement climatique. Sur la dia suivante, juste les premières idées, elles datent de 2019, avec des principes de base qui ont été élaborés dans le cadre du projet Sources Climat de l'OFEV. Les principes de base consistaient à, premièrement, abaisser le seuil à l'aval du bassin pour permettre à l'eau de s'écouler naturellement et d'éviter le dépôt des vases et le développement des algues filamenteuses. Deuxièmement, de supprimer la végétation actuelle par l'installation d'une végétation spontanée avec des plantes indigènes. Et troisièmement, de créer un lien en fait entre le public et le milieu fontinal par un accès privilégié en haut, mais limité. Et finalement aussi d'initier au niveau de cette place une réflexion plus globale de son utilisation par les habitants du village. Vous voyez sur le plan de situation, vous voyez les différents types d'exutoires de la source avec des résurgences de fond. Donc, c'était la dia précédente. Des résurgences de fond, donc Grundwasseraustritte, avec des petits tourbillons de sable. Il y a aussi des arrivées d'eau de source, mais qui sont en dehors du périmètre, et l'arrivée d'eau en provenance d'un trop-plein de captage de l'ancien puits. Si on passe à la suivante, ici encore quelques informations sur le détail du projet et le temps écoulé en fait pour le faire aboutir. Donc, le choix de l'objet s'est fait sur la base d'un inventaire des sources réalisé par le canton du Jura à partir de 2017, comme l'a énoncé Emmanuel. Et en 2019, déjà, les zones S de Bellefontaine ont été abrogées. Vous savez que c'est une étape indispensable à la réalisation de travaux. À partir de 2021, différentes variantes ont été étudiées par le bureau biotech et chaque fois présentées lors de séances à la commune et aux ONG qui ont été intégrées comme partie prenante. En 2022, il y a eu encore des études complémentaires qui ont été menées, à savoir des suivis de débit, de température, et puis surtout une étude de faisabilité pour amener justement ces eaux de puits dans la zone revitalisée. Le projet de revitalisation va démarrer la mise à l'enquête cette année et les travaux seront encore réalisés cet été. Je vous remercie et je passe la parole à Christian. Ja, hallo zusammen von meiner Seite auch. Ich werde euch ein Revitalisierungsbeispiel aus dem Kanton Bern präsentieren. Das befindet sich im regionalen Naturpark Gantrisch, also genau gesagt in der Nähe von Schwarzenburg. Und die Anfangssituation ist eigentlich die folgende, dass es zahlreiche Fassungen in einem Waldgebiet hat, also so in einem kleinen Tal. Und diese Fassungen, die wurden vom Wasserverbund Region Bern betrieben und dann eigentlich fallen gelassen. Also das Wasser wurde nicht mehr für das Trinkwasser, für die Trinkwassernutzung verwendet und man hat eigentlich beim Standort der Fassung einfach den Überlauf dann direkt in das nächste Gewässer abgeleitet. Und wir haben dann im Auftrag des Naturparks Gantrisch die Situation der verschiedenen Quellfassungen angeschaut, haben das Potenzial beurteilt für eine Revitalisierung und konnten dort mit einer Auswahl von 5 bis 7 Standorten starten. Und dann fingen die Diskussionen an mit den Grundeigentümern, also dass man da vor Ort diese Sachen anschaute, die Probleme konkret diskutierte und bei einigen eben auf Gehör gestoßen ist, dass man etwas weiter planen konnte. Hier sieht man auf der linken Seite, das sind 2 verschiedene Fassungen oder ja, 2 Revitalisierungen. Diese hier einfach mit einem Fassungsschacht, der hier oberirdisch zu sehen ist, und bei der linken beim linken Projekt hier, dort befindet sich die Fassung außerhalb des Waldes, also im Landwirtschaftsland, und über ein Rohr floss das Wasser eigentlich bis in den nächsten Bach. Genau, vielleicht dann zur nächsten Folie. Das ist eine Skizze
des ersten Projekts, eben mit dem Schacht. Also einfach um zu erklären, wie wir da vorgegangen sind. Also man hat die Idee gehabt, den Schacht hier, den Betonteil oberirdisch zu entfernen, den Überlauf, also das Wasser, das ins Gewässer abgeleitet wird, zu verstoppen, damit sich eigentlich das Wasser hier rückstaut und den Schacht hier mit Kies und Feinsedimenten aufzufüllen, damit sich da das Wasser staut und dann oben wieder heraustritt. Ja, das war der Plan und die Realität hat dann eben ein bisschen anders ausgesehen. Genau. Das Problem war, wenn man hier verstopfte, gab es sehr wohl einen Rückstau, aber der Schacht, der füllte sich nicht, sondern das ganze Wasser, das zurückgestaut wurde, das wurde vom Boden aufgenommen. Also es gab dann einen feuchten Boden und damit man eben den Quellaustritt besser kontrollieren kann, wo das Wasser austritt, dann hat man eben anders entschieden vorzugehen, nämlich dass man den Schacht hier aufgeschnitten hat, anschließend mit Steinen und Feinsedimenten aufgefüllt hat, also dieser Schacht, aber das Wasser dann eigentlich hier unten austreten konnte und einen Lebensraum gestalten kann. Hier das zweite Beispiel. Also das haben wir natürlich hier mit Bagger und so umsetzen müssen und mit einer Baufirma. Vielleicht nochmal zurück, Dani. Genau, und hier hat man zuerst auch mit dem Bagger arbeiten wollen, hat dann entschieden, dass man das eigentlich auch alles von Hand machen kann. Also wir haben da zu zweit einen Morgen lang Steine aus dem Bach hier aufgetragen und dann einen Quelllebensraum gestaltet, da beim Austritt des Rohres. Das Rohr hat man einfach abgeschnitten und entsorgt. Genau. Dann weiter. Genau, und so sah das einige Wochen nach der Umsetzung aus. Also hier eben der aufgefüllte Schacht mit den Steinen und Feinsedimenten und da das Wasser, das herausdrückt. Und hier den Quelllebensraum bildet, der dann ins nächste Gewässer geht. Und eben hier auch, man hat dann noch so einige einfache Holzverbauungen gemacht, um die Erosion möglichst zu verhindern. Und hat hier einen Quelllebensraum gestaltet. Wir haben in der Nähe die Fauna von intakten Quellen untersucht, damit wir eigentlich dann 3-4 Jahre nach der Umsetzung eben die Wirkung der Maßnahme testen können. Genau, Projektbeginn, eben das dauert etwa 4 Jahre, aber ich übergebe sonst gerne das Wort, wenn ich zu viel Zeit brauche. Sie konnten ja sehen, was die Kosten betrifft. Genau, die Plankosten sind meistens sehr aufwendig. Okay, dann gebe ich das Wort an Alberto. Danke. Oui, bonjour aussi à toutes et à tous aussi de ma part. Donc, on va un peu dans le sud de la Suisse, au Tessin. On a 2 projets intéressants. Alors, le premier, c'est près de Locarno, à Minusio. C'est dans l'étage montagnard, dans la montagne de Locarno, à Cardada, une zone assez touristique. Et le projet, c'était en fait d'abandonner des captages. Donc, vous voyez dans le plan à droite, vous devinez les flèches blanches. C'est en fait une série de captages. C'est des petits exutoires de falaises qui sont toutes captées. Et vous devinez aussi de la couleur azur qu'il suffit d'avoir des trop-pleins et une fontaine pour alimenter une zone humide de pente. Et donc le projet avait comme but l'abandon partiel, donc optimiser les captages, le de captage en haut par exemple, et continuer l'exploitation, et de revitaliser les autres. Et vous voyez aussi dans le plan une entrée jaune dans l'image. En fait, c'est un chemin pédestre qui est très fréquenté. Donc, il fallait aussi éviter les atteintes du piétinement, qui sont des dégâts qui peuvent réduire la valeur des milieux revitalisés. Donc, toujours essayer de canaliser le public, comme on a vu dans les autres exemples.
Et là, on avait aussi le but de regarder aussi plus loin que les habitats fontinaux des premiers mètres. On avait aussi ce but de revitaliser un peu tout le marais de pente. Donc, vous voyez des images avec des croix rouges. Donc là, c'est les captages qui ont été éliminés. Au centre de l'image, en bas, vous voyez aussi un trop-plein qui coule, qui montre l'eau qui coule assez violemment dans un petit cours d'eau qui en fait fonctionne comme un drainage. Et ceci n'est pas optimal pour détremper le sol. Puis la prochaine image. Donc ça, c'est après les travaux. Vous voyez le projet a débuté en 2010 avec les premières idées. Il a été suivi par le bureau d'Ionea. Le maître d'ouvrage, c'est le Cardada Impianti Turistici. Il a été réalisé l'année passée pour un coût total de 60 000 balles sur 140 avec si on compte aussi les coûts d'assainissement des captages. Et vous voyez donc les passerelles, vous voyez qu'une fontaine a été laissée. Donc c'est un compromis entre l'exploitation et la revitalisation qui est toujours un thème important. Et on verra dans les prochains 2 ans, on a encore 2 ans de suivi de la végétation pour éviter que les fougères règles deviennent invasives et de faire après les relevés de faune. Le prochain exemple, c'est un exemple qui n'a pas encore été réalisé. On voit à gauche les captages qui vont être abandonnés. Pourquoi on va abandonner ces captages qui ont l'air jolis? En fait, c'est une source qui est assez abondante, 4 litres seconde, mais les zones de protection S, là, on est vraiment à côté de la frontière avec l'Italie et elles s'étendent en Italie. Donc, l'autorité cantonale ne peut pas garantir la protection. Et donc, le gesteur, l'azienda municipalizzate di Stabio, ils ont été obligés d'abandonner le captage. Donc, c'est une occasion unique. Là, vous voyez en haut à droite l'exutoire qui maintenant est au sec, il n'y a pas d'eau qui sort, qui va recevoir 4 litres seconde. Et on a l'occasion aussi de gérer un problème de végétation. Souvent, on a des conifères qui n'ont rien à voir avec la station et qui vont acidifier le milieu. Et donc, on a la possibilité de les substituer avec de la végétation autochtones, des conditions stationnelles, et puis de valoriser aussi les marais. On voit en bas des fragments de marais qui sont encore visibles dans la partie basse où on a encore des petits sointements naturels. Et puis, il faut vraiment en bas à droite éliminer cet effet de drainage qui a été vraiment recherché dans le passé, d'enfoncer le ruisseau de source pour ne pas détremper le sol. Là, on va réaménager. Et puis là, vous voyez donc que le projet n'a pas encore réalisé. Il est suivi par Trifolium, un bureau d'ingénieurs au Tessin. Et les coûts sont chers parce qu'il y a aussi 200 mètres, plus ou moins un peu moins 150 mètres de revitalisation de ruisseaux. Et là, je vous ai mis les détails des premiers mètres de l'exutoire qui sont réaménagés un peu comme dans les autres exemples. Et vous voyez donc à droite qu'on essaye de donner un peu d'espace de mobilité afin que les milieux de la zone de source puissent se développer. Voilà. Je laisse la parole au prochain. Gut, besten Dank. Jetzt noch ein kleines Beispiel einer Revitalisierung, das im Kanton Basel-Landschaft durchgeführt wurde. Ein Drainageaustritt eigentlich, ein gefasster, ein verrohrter Bach, den man hier sieht, der zurückgebaut wurde. Das ist ein kleiner Bagger, der von der Forstequipe zum Einsatz gebracht wurde. Die Rohre wurden entfernt, sodass in diesem kleinen Jungwald wieder ein neuer Bach entstanden ist. Man sieht es an den verschiedenen
Jahreszahlen. Ich gehe jetzt einfach ganz rasch durch, wie sich das entwickelt hat. Das ist das gleiche Prinzip, wie man es auch hat bei verschiedenen Kleingewässer-Revitalisierungen. Den Schacht sieht man noch, und das ist die Situation jetzt etwas später, etwa gut 10 Jahre später ist das eingewachsen. Es ist nicht sehr vegetationsreich, weil es im Wald liegt. Wir haben dann eine Begleitung auch gemacht im Kanton Graubünden, einer Fassung für ein Mainsäß, Trinkwasserfassung, wo dann auch die Auflage war, nicht alles Wasser zu fassen, sondern das bei 10 Liter pro Minute zu belassen und mit dem Rest ein kleines, den Quelllebensraum weiter zu erhalten. Das ist also hier die Aufnahme vorher, die Rohre dienen auch zur Messung der Schüttung, die installiert wurden. Das sind die Bauarbeiten. Ein Bagger wurde eingefahren, es wurde eine Brunnenstube installiert, verschiedene Abdichtungsmaßnahmen von Hand wurden durchgeführt, und das ist die Situation nachher. Hier sieht man den Schacht noch der Brunnenstube. Es ist auch ein kleines Rohr, das jetzt noch vorhanden ist, und der Quelllebensraum weiter unten hat also auch in der Situation im Sommer noch genügend Wasser, als wir die Erfolgskontrolle durchgeführt hatten. Man sieht aber natürlich mit das ist jeweils vorher und nachher die Situation von naturnah zu bedingt naturnah beim Strukturwert und dann auch die Situation bedingt quelltypisch zu quellverträglich. Das ist sicher ein Wert, der sich bei der Fauna noch wieder einspielen wird. Es ist auch so, dass der Kanton Graubünden Ersatzberechnungen bei solchen Bauwerken durchführen lässt. Es wird also jetzt an anderem Ort ein Ersatz geschaffen werden. Ein drittes kleines Projekt, ich gehe da auch nur ganz rasch durch, weil es vom Prinzip her etwas anderes ist. Pro Natura Graubünden hat beschlossen und mit den Bewirtschaftern und Grundeigentümern vereinbart, dass man ein Schutzgebiet macht im Safiental, ziemlich weit hinten im Safiental bei Tura. Das sind hier beim 1 und beim 3 die Quelllebensräume, die vorhanden sind, die sich dann in der Nähe eines Auengebiets von nationaler Bedeutung befinden. Der Grundbucheintrag wurde auch geleistet jetzt im November. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man aufwerten kann. Nur noch ganz rasch, wir sind mit der Zeit ziemlich knapp oder haben jetzt bereits sehr viel gesagt. Die Beratungsstelle hat also sehr viele Aufgaben: Beratung, fachliche Grundlagen, Kommunikation, da gehört natürlich auch das Webinar dazu, Erhebungen von potenziellen national bedeutenden Quelllebensräumen, aber auch das Management der Daten, dass man eine zentrale Datenhaltung hat. Die Aufgaben sind hier im Detail noch aufgeführt, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Der Ausblick: Wir machen eben Motivation, Beratung für Kantone, für Perke. Wir machen eben diese Erhebungen. Es ist auch die Entwicklung einer Quellen-App, also dass man mit Tablet-Computern die Quellen im Feld erheben kann. Dann der Ausbau eben dieser Datenbank MiDAT-Source bei Infofauna ist geplant, die Quelltypologie, die wir etwas verfeinern möchten. Viele Kommunikationsprojekte eben für Fachkreise, für die breite Bevölkerung, konkrete Aufwertungen anstoßen, und aus diesen verschiedenen Projekten, die wir jetzt hier vorgestellt haben, soll auch ein Praxisleitfaden, also ein Best-Practice-Sammlung entstehen. Das sind also die verschiedenen Dinge, und das sind die Publikationen, die es bereits gibt, und wir sehen auch hier die beiden zweisprachigen Websites, über die wir verfügen und die wir versuchen zu aktualisieren und mit den neuesten Informationen zu füttern.